Bonjour, donc Colline Picot, je suis coordinatrice et formatrice ASL. Comme ça. À la Maison des Habitants Centre-Ville, donc pour la ville de Grenoble. Et Ophélie, présente-toi. Du coup, j'ai le même poste, donc coordinatrice atelier sociolinguistique ou action sociolinguistique dans une association à Grenoble qui s'appelle l'ODTI. Donc on va déjà commencer en vous expliquant qu'est-ce que c'est les ASL, parce que nous, on commence à bien connaître, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas si connu que ça. Donc ASL, c'est un acronyme qui veut dire atelier sociolinguistique. Donc en fait, c'est tout simplement des ateliers de français pour public étranger adulte en France, qui ont pour but l'autonomie sociale des personnes. On part du principe que les gens étaient autonomes dans leur pays d'origine, mais que dans le contexte migratoire, ils ont perdu cette autonomie. Et donc nous, les ateliers de français, les ASL, sont là pour aider les personnes à faire que leur vie quotidienne elle soit plus facile. Donc mieux comprendre la société française, mieux comprendre les codes sociaux, culturels, tout en apprenant le français. Donc à Grenoble, il y en a dans beaucoup d'endroits différents. Ça peut être dans des associations, dans des collectivités. Donc moi, je vous disais, pour la ville de Grenoble, je travaille. Ophélie, plutôt pour une association. La Croix-Rouge fait des ASL, le Secours catholique fait des ASL, il y en a énormément en fait. Et à chaque fois, c'est pas toujours le même fonctionnement, mais il y a quand même un fonctionnement un peu qui revient, où il y a un salarié qui est la coordinatrice pédagogique et beaucoup de bénévoles. En fait, ça fonctionne à peu près comme ça. Et après, on accueille plus ou moins beaucoup d'apprenants. Nous, à la Maison des Habitants et à l'ODTI, c'est à peu près pareil. On accueille 200 apprenants à l'année et on a une dizaine d'ateliers, de classes, mais on peut dire d'ateliers. Chaque apprenant on va parler pour chez nous, chaque apprenant a à peu près 4 heures d'atelier par semaine. Mais donc, encore une fois, ça peut changer selon les structures. Et il n'y a pas de méthode, donc c'est à la coordinatrice pédagogique et aux bénévoles de construire les séquences pédagogiques. Par rapport au public, quel public on a ? Donc on est en France, donc on est en situation d'adultes vivant en France, venant d'autres pays, donc des adultes étrangers allophones, qui ont exilé en France pour diverses raisons. Et c'est là toute la complexité un peu du travail. On va avoir des gens qui viennent de l'Union européenne pour le travail, par exemple, ou des étudiants. On a aussi, on en a parlé ce matin, des situations de regroupement familial ou de conjoints d'étudiants ou de femmes d'ingénieurs ou femmes d'étudiants. On a des étudiants, on a beaucoup de demandeurs d'asile, donc de différents pays, des sans-papiers, qui étaient soit sans-papiers déjà en arrivant, soit des demandeurs d'asile qui ont été déboutés du droit d'asile. On va avoir des réfugiés, etc. Bon, des gens qui ont bien sûr des titres de séjour. Et une chose importante aussi, c'est que le parcours scolaire de ces personnes et le rapport à l'écrit est très très varié. Donc on va avoir des gens qui n'ont jamais été scolarisés dans leur pays d'origine. On va avoir 2 grosses catégories. Par exemple, un public plutôt, on va dire, du Maghreb, de femmes un peu âgées qui n'ont jamais été à l'école ou très peu. Et quelque chose qui est un peu nouveau pour nous, on en a parlé un peu ce matin, des jeunes issus plutôt de pays francophones, donc beaucoup de Guinéens par exemple, qui ont été peu scolarisés pour des questions financières ou finalement même l'accès à l'école est compliqué, ou alors pour des raisons de guerre. Donc beaucoup d'Afghans par exemple qui n'ont jamais été à l'école. Et donc voilà, il faut composer avec tout ça. Voilà, c'est bon là. Oui. Et donc maintenant on va vous montrer un petit film de TV5 Monde qui va vous présenter un petit peu. Voilà, bon, regardez. Comme ça, il trouvait poisson. Les apparences sont trompeuses. Cette séance de relaxation est en fait un cours de langue française, pas comme les autres. Toute la semaine, on a été stressés, tout ce qu'il y avait dans la tête, on va le mettre ici, et on va mettre ça à la poubelle. Ok, normalement, plus personne n'a de stress. Ici, les élèves sont des migrants, tous réfugiés.
Depuis 2 mois, ils viennent suivre chaque semaine les cours de Steven, le formateur. Osaka. C'est où Osaka? Son but ? Les aider à maîtriser le français pour leurs besoins du quotidien. Généralement, c'est plutôt un besoin oral, en fait, plutôt que de l'écriture au début. Ils ont besoin vraiment de se débrouiller dans la vie quotidienne, donc vraiment des situations dont on ne se rend pas forcément compte, mais ne serait-ce que d'aller à la poste, commander quelque chose, etc. Trouver un travail, il va falloir aussi savoir se présenter, redire son expérience, etc. C'est le cas de Shahid, bangladais. À 45 ans, il retourne à l'école pour apprendre une langue qu'il n'avait jamais apprise ou même parlé. Pour moi, important, c'est. Je suis un peu compris parce que je suis pas bien parlé. Pour moi, trouver facile pour quelque chose. Pour un jour, chercher un travail, comme ça, je suis écrire, parler, répondre. C'est pour ça que je suis bien apprendre. Chez lui, difficile de pratiquer le français. Depuis son arrivée en 2005, il ne partage son logement qu'avec des Bangladais. Et nous, on a tout parlé bengali. Pour nous, c'est un peu compliqué parce que nous, on a l'habitude de parler anglais. C'est pour ça un peu compliqué le français. Parfois, Shahid s'improvise professeur avec ses colocataires, nouveaux arrivants. Pour eux aussi, maîtriser le français, c'est la clé pour sortir de leur communauté. Comme lui travaille juste pour loger, il travaille comme la même communauté, la même langue. Comme ça, comme lui, on a parlé bien français, on a travaillé à notre communauté. Vidéo. C'est également le prochain défi de Shahid. Même si son français est encore fragile, il reste plus que jamais déterminé. Voilà. Donc vous avez vu, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment quelque chose de caractéristique des ASL, c'est que les gens ne sont pas obligés de venir, ils viennent volontairement apprendre le français chez nous. Donc on a vraiment, nous, pas de problème de bouche à oreille, par exemple, pour avoir du public. On a vraiment même des problèmes plutôt pour trouver de la place aux gens, parce qu'on a énormément de gens qui viennent nous solliciter pour prendre des cours de français, parce que c'est un vrai besoin pour s'en servir dans la vie de tous les jours. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'à 85%, les ASL fonctionnent avec des bénévoles qui dispensent les ateliers sociolinguistiques, donc sous la supervision de la coordinatrice pédagogique. Je vais vous expliquer comment on constitue comment ça se passe en fait concrètement en début d'année. Donc nous, on commence l'année mi-septembre, mais dès août, on fait ce qu'on appelle le premier accueil. Donc on va recevoir toutes les personnes en rendez-vous individuel et on va tester leur niveau oral et leur niveau écrit en fait. Et là, déjà, on va pouvoir faire des premières estimations, des premiers groupes de niveaux. Alors, on tend à l'homogénéité, mais on n'y arrive jamais, pour la bonne raison que les gens ont appris le français sur le tas. On est très différent, par exemple, du QF ou de l'Alliance française, où on va avoir un niveau assez homogène d'écrit et d'oral. Nous, on a des gens qui ont un très bon niveau oral, par exemple, qui sont en France depuis longtemps et puis qui ne savent pas du tout lire et écrire. On a des gens qui ont bac plus 5 dans leur pays d'origine mais qui arrivent en France et qui ne parlent pas un mot de français. Donc on a toutes ces situations et il va falloir qu'on constitue des groupes avec ça. Avec ça et aussi avec la disponibilité des bénévoles, avec la disponibilité des salles. Donc c'est un vrai casse-tête en début d'année pour essayer de construire tout ça. Mais en tout cas, vont se départager comme ça des grosses caractéristiques de groupe. Notamment ce que je vous disais par rapport à l'écrit. Donc on va avoir des gens qui n'ont jamais été scolarisés ou qui ont été très peu scolarisés. Donc on va constituer des groupes alphabétisation, donc pour vraiment apprendre à lire, à écrire. Et puis après, s'il y a eu un petit progrès, etc., des groupes de post-alphabétisation. Nous, à la Maison des Habitants Centre-Ville, comme ça, on a 4 groupes. On a un groupe alpha, un groupe post-alpha, alpha renfort. Voilà, on essaye de faire des petites finesses comme ça. Et ensuite, un autre groupe qui est très important, c'est le groupe grand débutant oral. On a énormément de gens qui arrivent, donc qui ne parlent pas du tout. La majorité de notre public sont des gens qui sont en France depuis entre 1 et 5 ans, donc enfin moins d'1 an et jusqu'à 5 ans.
donc qui ont vraiment un besoin urgent de pratiquer le français. Et donc ces groupes-là sont très importants. On accorde une place en début d'année, parce qu'avec Ophélie, on a des structures voisines, on est dans le même quartier, donc on s'échange un peu les gens pour essayer de constituer des groupes avec les mêmes gens. Par exemple, en début d'année, j'avais énormément de Nigérians. On a échangé un Tchétchène contre un Nigérian, enfin, en essayant de ne pas faire des groupes homogènes pour que justement les gens pratiquent plus le français, ça marche mieux, quoi. Donc ça, c'est une caractéristique. Il y a aussi les groupes FLIP, ce qu'on appelle FLIP. Alors c'est joli comme mot. Français, langue d'insertion professionnelle. Donc la caractéristique, c'est pour les gens qui veulent accéder à l'emploi et qui ont déjà une situation administrative qui le permet aussi. Donc c'est des ateliers vraiment focalisés sur l'emploi, la compréhension du monde du travail, etc. Et après, on va avoir plutôt ce qu'on appelle des ateliers de conversation. Je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Notamment, on a mis en place depuis 1 an maintenant ce qu'on appelle le Café International, qui est un gigantesque atelier de conversation qui marche très très bien. Moi, j'ai fini, je crois. Voilà. Merci. Alors, comment ça se passe au niveau pédagogique ? Alors, il y aura pas mal de ponts avec ce qui a été vu ce matin, puisque du coup, outre les caractéristiques d'âge, nous, on a les parents, certaines fois, on a les parents du coup, des enfants qui sont en UP2A. Alors, comme toute pédagogie, elles sont en fonction du coup, des contraintes, des moyens à disposition, du statut des intervenants, hein, que vous avez pu voir, ils étaient bénévoles ou salariés, formés ou pas formés, de la définition même des ateliers, de leurs objectifs, et puis du coup du profil des personnes, très, très hétérogène. On aborde donc les ateliers de manière unique, du coup, car on ne sait jamais on n'est pas garanti d'avoir les mêmes personnes la fois suivante. Les personnes s'inscrivent à l'année, mais il faut imaginer que les ateliers de français s'inscrivent dans une lourdeur administrative très importante, et que les personnes qui arrivent et qui sont dans une démarche d'asile ou qui même ont leur statut de réfugié politique passent leur temps en rendez-vous. Voilà, clairement, c'est ça. Donc, ça a un vrai impact au niveau de l'assiduité. Sans parler du coup de l'état d'esprit de la personne aussi, qui du coup, on ne va pas faire trop long sur le sujet, mais la situation d'exil, que ce soit les raisons du départ, le chemin ou du coup les conditions d'accueil dans le pays du coup choisi, impacte énormément moralement la personne. Donc cela, ça a également une vraie conséquence sur l'assiduité des personnes. Du coup, on est obligé d'aborder les ateliers de manière unique. La progression est thématique selon la démarche ASL qui est organisée en 5 champs, donc vie personnelle, vie publique, vie professionnelle, vie culturelle et vie citoyenne et éco-citoyenne. Dedans, on va retrouver pas mal de savoir et savoir-faire et savoir-être. Ça va être aller chez le médecin, ça va être accompagner les enfants à la scolarité, ça va être parler de son parcours, parler de soi, rencontrer du monde, se créer des amis, etc., etc. Tout ça à travers des éléments lexicaux et linguistiques. On va se focaliser principalement sur l'oral et sur l'expression. L'objectif de ces ateliers est de dédramatiser l'usage du français, de permettre aux personnes de parler, de s'exprimer, d'utiliser la langue française dans un contexte qui est sécurisant, qui se veut sécurisant. On ne fait pas de grammaire, ou si on en fait, on n'en fait pas hors contexte. Alors pour tous ceux qui n'aiment pas la grammaire, venez en ASL. En fait, on va surtout prioriser les éléments linguistiques. On va essayer de favoriser l'induction de la grammaire. On va faire de la grammaire interculturelle. Il y a Marion ce matin en a parlé. Donc tout dans ce qui est la comparaison des langues, la comparaison des fonctionnements des langues. Les apprenants sont eux-mêmes spécialistes de leur propre langue, même s'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir une réflexion méta sur le fonctionnement de leur langue maternelle. C'est un moyen, du coup, en ASL, justement, de créer des ponts entre les différentes langues et de mieux comprendre le fonctionnement de la langue française et de la langue maternelle. L'idée également de l'atelier sociolinguistique, c'est d'inclure au maximum du coup, l'atelier et les personnes dans la cité, dans l'espace sociétal français, en créant des partenariats, en organisant des sorties, que ce soit à la bibliothèque, à la poste, au musée. Alors, l'identité des ASL a un peu changé ces dernières années parce que historiquement, les ASL étaient plutôt orientés sur des personnes qui, du coup, n'étaient pas très autonomes dans l'espace extérieur.
aujourd'hui, on a pas mal de personnes avec le numérique, avec Internet, etc., qui arrivent et qui n'ont pas forcément besoin d'apprendre à se situer dans la ville, puisque du coup, Google, Lilo et tous les outils numériques le font très bien pour eux. Donc les besoins linguistiques sont un peu plus prioritaires. Mais par contre, du coup, de pouvoir quand même du coup, découvrir des espaces du coup, culturels, sociabilisants, du coup, riches, du coup, ça dans le paysage associatif et culturel de Grenoble, est un vrai axe des ASL. Voilà. On pourrait y passer des heures sur les pédagogies en ASL, mais du coup, on va vous passer une petite vidéo pour vous montrer. Donc, c'est la vidéo d'une activité qui s'appelle Avoir besoin, qui s'est déroulée à la MDH Centre-Ville il y a 2 ans, animée par Véronique Guénaud, qui est une bénévole en ASL depuis au moins 15 ans, qui fait du français en chantant, qui fait beaucoup de choses différentes. Donc, on la remercie. Tu as besoin de quoi pour battre les os? J'ai besoin de foi. Oui. Charlie, j'ai besoin de champs, s'il vous plaît. Tiens. Merci. Pour écrire, vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin de stylo. Nous avons besoin de stylo. Un stylo? Monsieur, pour manger, vous avez besoin de fourchette? Oui, j'ai besoin d'une fourchette. Ouais. Merci. Monsieur, pour manger, vous avez besoin d'une fourchette? Non, je n'ai pas besoin de fourchette. J'ai besoin de cuillère. Mounir, pour couper le gâteau, le besoin, tu as besoin de ciseaux? Non merci, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de couteau. Vous avez mal à la tête? Nous avons mal à la tête. Vous avez besoin de médicaments? Oui, nous en avons besoin. C'était bien là. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Globalement, ça va. Elle est présente sur le Facebook des ateliers du centre-ville que Colline gère. Alors, comme vous avez pu voir, en fait, l'intérêt de ce type d'activité, c'est que chacun, à son niveau, du coup, peut étayer les phrases, peut faire une demande, que ce soit une demande très simplifiée ou une demande un peu plus élaborée. C'est un peu le principe, du coup, de ce type d'activité orale. Alors, quel impact, du coup, tout ce contexte a sur la posture de l'intervenant et qu'est-ce qu'on peut attendre, en fait, des compétences de l'intervenant? Alors, comme vous avez pu le comprendre, il y a une forte demande d'adaptation aux différents publics. Il faut savoir identifier les compétences et les besoins des personnes. Il faut savoir cerner les portraits linguistiques, s'interroger sur l'usage des différentes langues, l'apprentissage des différentes langues. Est-ce que ce sont des langues écrites? Est-ce que ce sont des langues parlées? Et comment toutes ces réponses vont influencer en fait sur l'acte d'apprendre une langue et l'acte d'utiliser une langue. Du coup, ça demande également à l'intervenant de s'interroger sur le statut de la langue française. Quelle langue il parle? Alors, c'est souvent, comme l'a dit Colline tout à l'heure, un français qui a été acquis dans un contexte naturel, du coup, donc en immersion, pas dans un contexte d'enseignement, pas dans un contexte scolaire, en tout cas, vraiment pas souvent. Et ça demande aussi de s'interroger sur le français que l'on vise en fait dans ce type d'atelier et puis pour la personne dans sa vie de tous les jours. L'idée, c'est de ne pas remplacer la langue maternelle, bien évidemment, ni la langue de la famille, mais de permettre à la personne de pouvoir obtenir rapidement un français spontané, correct, pragmatique, mais surtout correct d'ailleurs, parce que l'idée, c'est pas de rajouter un facteur de discrimination à la personne. Donc, s'interroger sur comment transmettre avec efficacité un français qui soit correct, mais simple. Il
Il faut garder à l'esprit en permanence, et du coup dans l'accompagnement des bénévoles, et que je vous dis que ça peut être des personnes qui sont étudiantes ou des personnes qui sont étudiantes FLE, on en a quelques-unes, des personnes qui sont bénévoles, du coup, par exemple des retraités, ce sont des personnes qui ne peuvent pas du tout être anciens pédagogues ou même pédagogues actuellement. L'idée, c'est quand même de garder à l'esprit en permanence les objectifs premiers de ces ateliers et les moyens qu'on a. C'est que du coup, il faut être le plus efficace possible en adéquation avec les moyens que nous avons. Comme ça a été dit ce matin, du coup, on peut être souvent très frustré dans ce type de champ parce qu'il y a parfois tellement à faire et en fait, on n'a pas les moyens de faire. Donc, c'est très important de garder ça en tête. L'idée, c'est d'utiliser la langue, de pratiquer la langue sans enjeu et en dédramatisant. Et puis, un des points très importants, peut-être, c'est effectivement d'avoir un répertoire d'outils, de méthodologies, d'approches pédagogiques très riches et complémentaires afin de pouvoir varier les outils. Du coup, en fonction de la diversité des profils, de pouvoir sortir telle ou telle carte méthodologique. Ce soit avoir une connaissance du coup, des approches multimodales, avoir une connaissance des pratiques andragogiques, de Éclair, de Borel-Mézoni, que ce soit de l'approche en compétences interculturelles ou de la pédagogie différenciée, etc., etc. Du jeu, des pratiques théâtrales. Plus on diversifiera plus on diversifiera les pratiques méthodologiques et plus on aura la possibilité du coup de toucher et d'être efficace en fait dans l'accompagnement sociolinguistique de la personne. Puis bien évidemment, est-ce qu'on doit le rappeler, il faut être bienveillant, sans jugement, valorisant, non jugeant et puis souple, évidemment. Pour finir, on va vous parler de quelque chose qui est très important et qui nous constitue nous aussi et qui nous affecte nous en tant que professionnels, c'est que face à nous, on a des gens très souvent abîmés. De toute façon, l'exil est douloureux, même s'il est choisi, parce que la famille manque, etc. Et dans la plupart des cas de personnes qu'on a, l'exil est subi, en fait. En tout cas, il est difficile. Et parfois même, la route qui a mené à la France a été plus traumatisante que les raisons qui ont poussé à l'exil. Donc en face de nous, on a des gens vraiment abîmés et qui n'ont parfois pas la disposition d'esprit pour apprendre le français et qui nous le disent. J'ai la tête pleine, je n'y arrive pas. Là, pour l'instant, les cours, c'est pas pour moi. Et en plus de ça, leur identité est complètement, quasiment inexistante parce qu'ils ne sont plus personne, en fait. Ils ne sont plus l'enfant d'eux, le frère d'eux. Ils n'ont plus de travail, même pas le droit de travailler. Ils n'existent plus pour personne ici en France, car souvent les gens sont très seuls et isolés, dans le cadre notamment des migrants, quoi. Et donc, notre travail consiste aussi à redonner une place à ces personnes, notamment en les incluant vraiment dans les classes. Donc moi, je passe beaucoup de temps à appeler les gens, à leur demander pourquoi vous n'êtes pas venus, qu'est-ce qui s'est passé, on t'attend. De dire aux gens, on t'attend, en fait, ta place est avec nous. Et en retour, quand ça marche, les gens nous appellent la famille. Ça y est, on est devenu une famille. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire qu'ils sentent qu'ils ont leur place. Et quand ils ont leur place, quand ils se sentent bien, pour beaucoup de gens, ils disent la Maison des Habitants ou l'ODTI, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien. Quand tout était insécurisant en France, c'était l'endroit où j'avais ma place. À ce moment-là, l'apprentissage du français est plus facile aussi. C'est un cercle vertueux. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, de redonner une identité aux gens, faire plaisir, faire rire et partager des moments chaleureux. Et on installe, on fait chaque année, ça fait 2 ans, par exemple, une fête qu'on appelle la fête. Les ASL ont un incroyable talent. Donc c'est la fête des talents. J'ai piqué un peu j'ai volé le concept, mais en gros, les apprenants, je construis la fête avec eux et certains proposent un talent, des choses qu'ils savent bien faire. Et toute la fête, c'est comme ça. Donc il y a les gens qui vont faire à manger, les gens qui vont danser, les gens qui vont proposer différents ateliers. Et ça peut être d'un atelier de bras de fer, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'études ou qui n'a pas une compétence spécifique, à un atelier taekwondo ou quelqu'un qui va jouer très très bien, esthéticienne, coiffeuse, etc. Et chaque année, ça fait 2 ans maintenant, cette fête, elle remporte un grand succès parce que voilà, les gens, ils sont chez eux, ils ont leur place et voilà, on essaye de construire ce sentiment d'être une famille pour mieux apprendre le français et que le français soit pas uniquement un langage juridique, administratif, le langage de la préfecture, mais aussi une langue d'amour, quoi. Voilà, conclusion. La conclusion.
Merci beaucoup, Colline et Ophélie. On va passer au temps des questions. Bonjour, je m'appelle Anne Sandrier, je suis cette année étudiante en M2 FLES ici, et sinon je suis formatrice FLI. Et alors j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est par rapport à votre financement. Comment sont financés Est-ce que vous dépendez des subventions de la région, de la ville, de quoi ? Alors, globalement, donc, les municipalités, c'est principalement un financement commune et association. Donc, la partie associative va faire des demandes de subventions ville, politique de la ville et Comcom, donc nous, c'est la métro. Et la commune de Grenoble va financer les postes. Donc, en ce qui concerne Colline, donc, son poste est financé par la commune de Grenoble et l'association Communication va faire des demandes de subventions du coup d'un certain montant. Ça va dépendre en fonction des assos. Et elle va pouvoir financer les projets culturels et les sorties, etc. Nous, moi, mon poste, il est financé à 70% par la Comcom et par la politique de la ville et par la préfecture également. Et le reste, c'est du coup des passerelles entre les différentes des autres financements de l'association. Okay, merci. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez un rapport avec l'OFI ou pas du tout ? Non, absolument pas directement. Après, nous, nos personnes, les apprenants, du coup, les personnes qui sont régularisées en cours d'année vont avoir une formation obligatoire officielle, du coup, qui a été étendue à entre 600 et 800 heures depuis quelques mois. Et du coup, nous, les ASL sont souvent, on va dire, en comble en fait les manques les manques. En tout cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les formations office étaient autour de 200 ou 300 heures en fonction du profil de la personne. Là, ça vient d'être étendu. À la dernière réforme, c'était entre 50, il y avait 3 contrats, 50, 150, 200. Alors là, c'est passé justement depuis un mois entre 400 et 600 en fonction. Ça peut même aller jusqu'à 800, mais c'est très, très rare. D'accord, parce que les débuts du FLI, c'était 790 heures pour les alphas. Voilà. Donc, il y a 10 ans. Ouais. Ça encore, on a réaugmenté, c'est pas mal. Tout à fait. Et donc, du coup, les ASL sont en complément de la formation officielle et les apprenants font des allers-retours entre la formation officielle et les ateliers sociolinguistiques. Bonjour, je suis Mélanie Durmand, étudiante en M1 à distance. En fait, cette année, j'ai fait mon stage d'observation justement dans un contexte de centre social. Et j'ai pas mal parlé aux apprenants. Et en fait, les apprenants me disaient que très souvent, ils arrivaient à s'exprimer en français pendant le cours avec les enseignantes et les autres apprenants. Mais dès qu'ils se retrouvaient à l'extérieur et devaient s'exprimer avec des Français, ils avaient en fait un gros blocage. Et je voulais savoir si vous aviez pu mettre en place peut-être des ateliers pour permettre un dialogue en fait avec les Français et un partage. C'est vrai que ça, c'est souvent l'apprenant, on s'habitue à son professeur en fait et à comprendre bien. Et puis en plus, on parle plus doucement, on fait plus attention. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Souvent, les gens nous disent « Ah, toi, je te comprends très très bien, mais dehors, je comprends pas comment ça se fait. » Donc, on travaille aussi avec des écoutes sonores, hein, d'autres voix. Voilà, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis, on sort aussi. On a beaucoup de partenariats en ASL, on l'a évoqué brièvement. Quand on va dans les bibliothèques, c'est pas juste visiter, c'est-à-dire on est accueilli par les bibliothécaires, donc c'est d'autres, ou au musée, ou c'est d'autres gens qui parlent français, enfin voilà, qui vont avoir peut-être une attention un peu plus particulière, mais quand même globalement qui vont parler plus vite ou avoir un autre vocabulaire. Et après, par exemple, le Café International, c'est un grand atelier de conversation qu'on fait 2 fois par semaine. Et on l'a construit avec des apprenants, parce qu'on se demandait justement quel serait le plus adapté. Et en fait, on est arrivé sur ce schéma où, à chaque fois, il y a une personne qui va présenter son pays, 5 minutes, vraiment pas plus. Et ça, c'est préparé en amont. Enfin, c'est-à-dire, elle sait que la personne qu'elle va devoir préparer son pays. Et elle amène des objets ou des choses comme ça. Pendant 5 minutes, les gens ensuite posent des questions. Et il y a des bénévoles français et des étrangers. C'est très mélangé. Et ensuite, c'est libre. Les gens forment des petits groupes comme ça, debout. On n'est pas assis, justement pour qu'on puisse
passer d'un groupe à l'autre si on en a marre, ou si on comprend pas, ou si on veut juste changer. Et ça marche très très bien. Et pendant 1h30, les gens parlent français, progressent énormément. Et peut-être que c'est ça les formules. D'amener les Français déjà au sein des ASL. Parce qu'en fait, c'est plus facile. Nous, on organise aussi beaucoup des grands voyages. Enfin, par exemple, une journée à Marseille, une journée à Lyon, ou des grosses sorties comme ça, où on n'est que entre ASL. Mais finalement, les gens prennent la confiance de discuter entre eux. Parce qu'il n'y a pas de jugement de... Tout le monde parle pas très bien. Donc, tout le monde se comprend. Et ensuite, nous, on travaille plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'on prend cette confiance. Et une fois que cette confiance, elle est là, c'est beaucoup plus facile d'oser parler dehors. Et ça marche mieux comme ça. Thierry, je crois qu'il y a une question à distance. Merci. Oui, une question pour les intervenantes. Dans leur structure, les bénévoles sont-ils formés aux différentes pratiques pédagogiques et aux aspects de leur rôle et de quelle manière? Alors, ça va dépendre des associations, des structures. En tout cas, dans l'agglomération grenobloise, il y a une structure qui s'appelle IRIS, qui est un CRI, donc un centre ressources illettrisme. Les CRI sont départementales, il y en existe dans tous les départements, ils dépendent de l'IREPS, puisqu'ils considèrent, entre parenthèses, que l'illettrisme, ce qui est pour vrai, est un phénomène de santé, en fait, et pose des problèmes sanitaires. Donc, du coup, ce sont les CRI qui sont dépendants de l'IREPS. Bref, et du coup, les CRI, à Grenoble, en tout cas, dans le département de l'Isère, a une fonction d'animation de réseau des ASL et organise des formations pédagogiques sur des thèmes divers. Donc, normalement, ce n'est pas obligatoire, mais tout nouveau bénévole doit passer par le passeport ASL qui dure 4 jours et demi ou 3 jours et demi de formation sur ce que c'est l'andragogie, comment monter une séquence, etc. C'est délicat de demander à un bénévole du coup de se former avec obligation, comme on peut le faire par exemple dans les prisons où les pompiers ils sont obligés de se former s'ils veulent le faire. Je pense qu'on a traversé des phases où on n'avait pas suffisamment de bénévoles pour pouvoir porter du coup ces actions. Donc du coup voilà, ces derniers temps il y a quand même une mouvance où on est beaucoup plus on va dire cadré dans l'accompagnement des bénévoles. Dans l'association dans laquelle je travaille, les observations d'autres ateliers sont obligatoires, déjà au moins 4 ou 5 pour pouvoir du coup savoir un petit peu où on met les pieds. Il y a des temps d'échange autour des pratiques mensuelles qui sont mis également en place. Il y a un accompagnement pédagogique individuel. Là, on essaie de le faire. Ça dépend également du coup du profil du bénévole et de comment il veut s'impliquer en fait dans sa formation. Voilà. Si, très bien. Une autre question? Oui. Bonjour, je m'appelle Lee, étudiante de Master 1 FLES. Et je voudrais bien savoir votre association des cours face seulement à un public des migrants ou bien c'est pour tout le monde qui veut apprendre le français. Et pour la sélection des personnes, s'il y en a, il faut des papiers ou bien des documents, je ne sais pas. Non, on ne trie pas. Nous, d'ailleurs, on ne dit pas tellement migrants, on fait public adulte, étranger, en fait, allophone, voilà. C'est vrai qu'on a tendance à dire parce qu'on a beaucoup de migrants dans notre public, mais on ne va pas trier. Donc on a effectivement on peut avoir des ingénieurs et des sans-papiers et tout mélanger. On ne va pas demander les papiers des gens. On le sait, nous, si les gens sont en règle, quelle est la situation, mais ça ne va pas être un critère. Par contre, si vraiment on va prendre en priorité les gens qui sont bien sûr plus en besoin. Ça, c'est vrai qu'on va voir si les gens ont des autres opportunités ou beaucoup d'argent, on va peut-être les orienter vers d'autres. C'est pas arrivé, ouais, c'est vrai. Mais voilà, ça serait ça là. Après. Nous, Maison des Habitants, enfin moi, Maison des Habitants, il y en a plusieurs à Grenoble, nous on sectorise, c'est-à-dire qu'on prend les gens du secteur 2 de la ville de Grenoble, sauf les demandeurs d'asile à ce moment-là, ou les SDF. Mais sinon, on sectorise, alors que l'ODTI, par exemple, ne sectorise pas. Donc après, ça dépend aussi des structures. Merci beaucoup. Une autre question? Oui.
Pas une question, c'était juste pour apporter une précision à propos du centre de ressources illettrisme et analphabétisme de l'Isère. Je suis chargée de mission et d'ingénierie pédagogique, donc c'est vrai qu'on assure les formations des bénévoles. On a également un centre de documentation et on reçoit de plus en plus d'ailleurs d'étudiants de l'UGA, de Master FLE qui viennent souvent, qui sont en stage soit dans le cadre, soit au CASNAV, soit dans les ASL du bassin grenoblois. Et voilà, donc on les accueille pour du conseil pédagogique, notamment en alphabétisation, où on a beaucoup de demandes parce que effectivement les étudiants sont souvent assez démunis quand ils se retrouvent face à des publics qui n'ont pas été scolarisés antérieurement, que ce soit des publics adolescents ou adultes. Merci beaucoup pour ce complément. On a le temps pour une dernière question. Émilie ? Bonjour, je m'appelle Sandrine. J'ai cette année fait quelques ateliers avec un public migrant au sein de la Ligue de l'enseignement. Et on s'est posé cette question de savoir, au sein de Grenoble, il y a énormément d'ateliers qui se mettent en place. Il y a des problèmes, c'est pas des problèmes, mais il y a des difficultés en termes de présence parce que voilà, le public fait que la présence n'est pas toujours grande. Et on s'est posé la question de savoir, finalement, il y a énormément d'ateliers, des ateliers où il n'y a pas toujours forcément grand monde, des fois il y a 3, 4. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il y a une réflexion à l'échelle de Grenoble ou de la métro, je ne sais pas, pour réfléchir d'une manière globale à l'échelle du territoire sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ateliers et comment est-ce qu'on peut avoir une réflexion commune ou des échanges de pratiques ou autres. Voilà. Concernant l'absentéisme, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe pas mal en ASL pour différentes raisons. On a dit les gens ont beaucoup de rendez-vous ou n'ont pas la tête à ça ou se sentent pas forcément investis. Nous, on a remarqué cette année que ce que je vous disais tout à l'heure, d'apporter beaucoup d'attention à la personne et la faire exister en tant que personne et lui dire qu'elle a sa place, baisse complètement l'absentéisme. Enfin, voilà. Et aussi d'avoir une bonne qualité d'ASL, des interventions qui ne sont pas à côté, des bénévoles bien formés, etc. Tout ça, la qualité, en fait, fait que l'absentéisme baisse vraiment. Et de faire des sorties et aussi que ça ne soit pas juste un temps classe, mais qu'on fasse des sorties interclasses où on rencontre les autres apprenants, on fait des trucs ensemble aussi. Enfin voilà, d'élargir fait qu'on a il y a beaucoup moins d'absentéisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui se sont montées et qui proposent des ASL. Pour moi, une ASL ne peut pas fonctionner correctement s'il n'y a pas un coordinateur ou une coordinatrice pédagogique qui va encadrer tout ça, qui va appeler les personnes, qui va construire les groupes, qui va faire des groupes un peu homogènes, qui va connaître les profils des personnes, c'est-à-dire dans quelle disposition la personne elle est en ce moment. Est-ce que bientôt elle va partir à l'OFPRA pour parler pour la CNDA ou sa procédure d'asile où elle en est. Est-ce qu'elle est en procédure Dublin et du coup la tête pleine? S'il n'y a pas une personne qui suit ça, c'est sûr que tout se casse la gueule. Enfin, excusez-moi pour le terme, mais c'est ce qu'on observe en fait dans les petites structures. Donc en fait, et puis c'est vrai qu'il faut aussi garder quelque chose de professionnel. C'est vrai que sans les bénévoles, on ne fonctionnerait pas, mais c'est très important aussi de garder un côté professionnel. Enfin, c'est un travail quand même, voilà, professionnel du FLE. Et tu voulais rajouter un truc? Oui, j'ajouterais juste un dernier point, c'est que du coup les ASL viennent de l'alphabétisation, donc ça fait 50 ans, même 60 ans que des professeurs de l'éducation nationale sur leur temps libre, du coup accompagnaient en alphabétisation des hommes principalement issus des pays du Maghreb qui étaient venus pour reconstruire la France. Au fur et à mesure des flux migratoires, au fur et à mesure des modifications du coup de la société, les choses se sont structurées. En 2001, les ASL ont bénéficié du coup du courant des politiques linguistiques où les choses, elles se sont, avec le CECRL, etc., les ASL ont commencé à se structurer.
Mais encore une fois, moi j'ai commencé il y a 10 ans, les ASL ne bénéficiaient pas du tout de crédibilité ou de reconnaissance en fait, du champ même du FLE ou de l'enseignement du français langue étrangère. Il y avait très très peu de ponts et de passerelles entre les différents champs. On appartenait plus au champ du socio-humanitaire et de l'accompagnement humanitaire que du coup l'accompagnement linguistique. Aujourd'hui, les choses, elles bougent. D'ailleurs, on est là. Et depuis quelques années, ça bouge. Cette année, la métro, donc la Comcom de l'agglomération, a mis en place une grosse évaluation de toutes les actions sociolinguistiques financées pour justement mettre à plat tout ce qui est ingénierie politique, de dispositifs de formation et ingénierique, pour voir comment on pourrait faire et valoriser le travail de qualité, permettre du coup de peut-être de pas augmenter comme ça le nombre d'ateliers, mais de permettre à quelques actions de fonctionner avec le meilleur moyen possible. Et du coup, voilà, optimiser la qualité pédagogique et optimiser cet accompagnement pédagogique qui est à sa place en parallèle de la formation officielle de l'OFI. Très bien. Bon, je crois qu'on va pouvoir vous remercier vivement toutes les deux pour votre intervention passionnante, Ophélie et Colline. Merci.